Un homme se promenait dans les environs de Buenos Aires, en Argentine, lorsqu'il fit une découverte inattendue. Un objet évoquant un œuf de dinosaure reposait dans la boue. Lorsqu'il en informa sa famille, tous crurent d'abord à une plaisanterie, mais l'objet s'avéra authentique. Il ne s'agissait toutefois pas d'un œuf de dinosaure, mais de la carapace fossilisée d'un glyptodon, une espèce disparue depuis plusieurs millénaires. Certains de ces animaux atteignaient la taille d'une petite automobile. Les paléo-américains, ancêtres des peuples amérindiens, ont dû cohabiter avec ces colosses. Encore aujourd'hui, on continue de mettre au jour en Amérique des carapaces noires et écailleuses, témoins fossilisés de ces anciens glyptodontes. Ces animaux ont prospéré en Amérique du Sud durant des dizaines de millions d'années, avant de gagner les régions septentrionales. Ils étaient dotés d'une épaisse carapace et de dents robustes et striées, adaptées au broutage. Leur taille n'a pas toujours été colossale, mais un climat plus froid, précédant l'ère glaciaire avec des forêts claires riches en herbes, aurait favorisé leur évolution. Difficiles à dissimuler en raison de leur gabarit, ils auraient développé cette armure soudée comme moyen de défense. Le Doedicurus, l'un des plus emblématiques, possédait une longue queue hérissée de pointes, dont il se servait pour affronter d'autres glyptodontes, afin de défendre son territoire ou de conquérir une partenaire. Bien qu'ils présentent des similitudes, les anciens glyptodontes différaient profondément des tatous actuels. Leur carapace, massive et rigide, se composait de plaques osseuses soudées, tandis que celle des tatous modernes est souple, leur permettant de se rouler en boule pour protéger leur abdomen. Les glyptodontes se nourrissaient d'herbes grâce à leurs dents striées, contrairement aux tatous, qui préfèrent les insectes. Malgré toutes ces distinctions, des recherches génétiques récentes ont révélé que les glyptodontes étaient bel et bien des membres de la famille des tatous. Si le glyptodon vous paraît impressionnant, attendez de découvrir l'ours géant à face courte. Ce mastodonte atteignait près du double de la taille de Michael Jordan lorsqu'il se dressait sur ses pattes arrière, culminant à 3,60 m. Il pesait plus de 680 kg et pouvait courir à plus de 64 km/h. Sa préférence alimentaire allait clairement à la viande. Même son crâne et sa dentition étaient adaptés pour trancher la chair, et ses yeux dirigés vers l'avant lui conféraient une vue perçante. Doté de mâchoires puissantes et de muscles développés, il pouvait broyer les os afin d'en extraire la moelle nourrissante. Ce gigantesque ours à face courte occupait des territoires comme le Minnesota, l'ouest du Mississippi et jusqu'en Alaska. Il se nourrissait de charognes ou chassait de grandes proies, telles que les bisons, bœufs musqués, cerfs et même les paresseux terrestres. Il a toutefois disparu lorsque ses proies ont été décimées par l'ère glaciaire. Aujourd'hui, son unique parent encore vivant est l'ours à lunettes d'Amérique du Sud. Celui-ci est bien plus petit, à peu près de la taille d'un ours noir, et se nourrit aussi bien de végétaux que de viande. Fans de Game of Thrones, ceci est pour vous. Les louveteaux orphelins recueillis par les Stark s'inspirent des loups géants. Leur nom latin, Canis, Aenosion, Dirus, signifie loup terrible. Ces lointains cousins des chiens actuels atteignaient près d'1,50 m du museau à la queue, et leur poids variait de 70 à 90 kg. Les plus anciennes traces de loups géants remontent à 250 000 ans. Ces animaux s'adaptaient facilement à des milieux variés et occupaient presque toute l'Amérique du Nord, de l'Alaska jusqu'au sud du Mexique. Ils se sont éteints il y a environ 10 000 ans, peu après la dernière glaciation. Ils ont probablement disparu faute de proie. Aujourd'hui, leur plus proche parent est le loup gris. Mais rassurez-vous, les scientifiques pensent pouvoir faire renaître le loup géant. En combinant des fragments d'ADN bien conservés issus de spécimens de musée avec le génome des chiens modernes, ce projet pourrait devenir réalité. S'il est un animal que l'on ne souhaiterait surtout pas réintroduire, c'est le tigre à dents de sabre. Ce redoutable carnivore peuplait l'Amérique du Nord préhistorique ainsi que certaines régions d'Amérique du Sud. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'avait aucun lien avec les tigres ou autres félins modernes. Il s'est simplement éteint. Longtemps considéré comme le plus terrifiant des prédateurs glaciaires, il a vu sa réputation ternie lorsqu'on découvrit qu'au moins une de ces espèces ressemblait davantage à un chaton. Le smilodon. Au passage, Diego dans l'âge de glace en était un, mordait avec une force équivalente à un tiers de celle d'un lion moderne. Il pouvait toutefois ouvrir ses mâchoires à un angle impressionnant de 120 degrés.
Grâce à un corps robuste, des membres antérieurs étonnamment épais et un cou puissant, il pouvait terrasser même de grandes proies. Ce chaton était sans doute trop prudent pour oser utiliser ses longues canines effilées, fragiles et faciles à briser. Autre singularité, ses lèvres devaient pouvoir s'étirer amplement pour permettre à sa gueule de s'ouvrir ainsi, ce qui le faisait probablement baver comme un Saint-Bernard. Il avait au moins un avantage. Ses dents poussaient 2 fois plus vite que celles des lions actuels, à raison de 4 mm par mois, et atteignaient leur pleine taille, 18 cm, vers l'âge de 3 ans. Les castors géants, nommés castoroides, devaient décroître à un rythme comparable pour atteindre la taille d'un canapé. Ils mesuraient environ 2,5 mètres de long pour un poids avoisinant les 90 kg, soit l'équivalent d'un gros réfrigérateur. Dotés d'énormes incisives de 15 cm pour ronger, d'une queue fine et d'un pelage long et hirsute, ces créatures impressionnantes partageaient leur habitat forestier nord-américain avec les mammouths et les tigres à dents de sabre. À l'instar des castors modernes, le castor géant devait passer la majeure partie de son temps dans l'eau, car son poids important limitait sa mobilité terrestre. Hélas, on ignore s'il construisait des barrages à l'échelle de sa taille. Même s'il en a érigé, aucune de ces structures n'a traversé les âges. Certains avancent qu'un barrage haut d'1,20 m, découvert dans l'Ohio, serait son œuvre. Mais cela demeure une hypothèse. Le castor géant a fini par disparaître, à l'image de nombreuses autres grandes espèces de la dernière ère glaciaire. Les premiers peuples établis en Amérique du Nord auraient peut-être accéléré son extinction, attirés par la qualité de sa fourrure épaisse et sa chair nourrissante. À l'époque glaciaire, les mastodontes, lointains descendants des tout premiers éléphants d'Afrique, empruntèrent un pont terrestre qui reliait autrefois la Sibérie à l'Alaska pour rejoindre l'Amérique du Nord. Tout comme les mammouths laineux, ils étaient recouverts d'une épaisse toison leur permettant de supporter les rigueurs du froid. Toutefois, à la différence de ces derniers qui broutaient principalement des herbes, les mastodontes préféraient les feuillages. Ils se nourrissaient de feuilles provenant des arbustes et des branches basses des arbres. Les chercheurs découvrent fréquemment des fossiles de mammouths laineux regroupés, ce qui suggère qu'ils vivaient en communautés soudées. En revanche, les vestiges de mastodontes sont majoritairement découverts de manière isolée, ce qui laisse à penser qu'ils menaient une existence solitaire, ne se réunissant que pour la reproduction ou durant de brèves périodes passées avec leurs petits. Hélas, les mastodontes comme les mammouths laineux se sont éteints il y a environ 11 000 ans, peu après la fin de l'ère glaciaire. Cette disparition pourrait être liée à des bouleversements climatiques, à la raréfaction des ressources alimentaires, ainsi qu'à la pression exercée par les premiers humains. On a en effet découvert qu'un seul mastodonte pouvait nourrir une tribu pendant 1 semaine et lui fournir de quoi se vêtir plusieurs années. De nos jours, les chameaux peuplent principalement les régions désertiques d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais d'après les paléontologues, leur origine se situerait en Amérique du Nord, notamment dans les terres situées à l'ouest du Mississippi. Les fossiles indiquent que ces animaux sont apparus sur Terre il y a environ 44 millions d'années au cours de l'Éocène. En 2015, une équipe de l'Université de Louisiane a mis au jour les ossements d'un chameau géant préhistorique dans l'Oregon. Ce chameau, le Megatylopus, pouvait atteindre jusqu'à 4,20 m de hauteur, soit autant qu'une girafe actuelle. Il vivait aux alentours de 7 millions d'années avant notre ère et possédait un long cou, lui permettant d'atteindre les feuilles en hauteur. 1 million d'années plus tard, certaines espèces primitives, comme Paracamélus, franchirent le pont terrestre du détroit de Bering pour rallier l'Asie. Une fois parvenus en Asie, ces camélidés évoluèrent en 2 espèces distinctes que nous connaissons aujourd'hui. Le chameau de Bactriane, doté de 2 bosses, et le dromadaire qui n'en possède qu'une. Bien que les chameaux sauvages aient disparu d'Amérique du Nord, plusieurs de leurs cousins, les lamas, les alpagas et les guanacos, subsistent encore en Amérique du Sud.